GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Bobo Delo Ika Doyon. Aujourd'hui, nous sommes invités à la journée de l'Afrique qui a été organisée par le Parti Socialiste ici en Belgique. Donc restez connectés et suivez. Aujourd'hui, GLTV est habillé par Zaza BCBG. Les journées d'Afrique sont aussi, je le crois profondément, un moyen de célébrer cette diversité à laquelle nous tenons tant. Vous savez, qu'en cette période de repli sur soi, où de plus en plus on nous apprend à ne plus partager ensemble qu'une même peur, à savoir la peur de l'autre, il me paraît essentiel de profiter de ce type de journée pour rappeler que la diversité, c'est avant tout une formidable richesse. On le constate tous les jours, certainement plus encore en période de récession économique. Les discours démagogiques, les discours simplificateurs refont surface. On cherche des coupables, on cherche des boucs émissaires. Et finalement, on nous apprend à voir l'autre ou à revoir l'autre comme étant un étranger. Que la multiculturalité est une chance pour la Belgique et est une chance particulièrement pour la région de Bruxelles-Capitale, n'est-ce pas, Rudy, qui connaît un échange de cultures absolument exceptionnel, et c'est certainement ce qui fait sa force. Une chance parce que nous avons besoin les uns des autres, parce que ce qui blesse les gens dans leurs convictions, dans leur identité, dans leur bien-être est absolument contre-productif. Cet ensemble uni en paix avec notre diversité et fort de notre égalité que nous pouvons construire de grandes choses. L'avenir des uns, nous le savons, nous, ne peut pas se construire dans le malheur des autres. Je crois qu'au contraire, le progrès collectif naît du développement, de l'épanouissement de chacun, de la diversité de cultures. Mais vous me permettrez, avant de céder la parole à mes collègues, de dire encore un mot du drame qui se joue pour le moment en Méditerranée, où chaque jour des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants meurent tout simplement parce qu'ils ont voulu survivre. Souvenons-nous que la richesse des civilisations, c'est de tout temps construit sur le fabuleux potentiel des migrations. Rappelons-nous surtout que si on conteste à l'homme le droit de conjurer le sort douloureux d'être né pauvre, ou le droit de vivre, de survivre, alors c'est l'humanité tout entière que nous tuons, cette humanité que nous portons tous en nous. Ne succombons pas aux idées que subrepticement on tente de rendre acceptables à nos esprits, comme celle par exemple que laisser les gens mourir chez eux plutôt que dans les eaux méditerranéennes serait acceptable. Non, évidemment, ça ne l'est pas. Car nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis de ces personnes qui fuient des guerres dans lesquelles nous nous sommes souvent engagés. L'Europe, dans laquelle je crois, et qui peut être un formidable projet, si enfin elle quitte ce rôle de curateur des États, mais aussi la communauté internationale dans son ensemble, et chacun d'entre nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces peuples oubliés, abandonnés, sacrifiés. Ils font partie d'une même humanité, ils ont les mêmes droits que nous, et même s'ils ne les possèdent pas encore. Et si l'Europe et la communauté internationale ont un certain rôle à jouer, je le disais tout à l'heure à Henri, nous, socialistes, avons une responsabilité évidente. Nous qui croyons à la solidarité, qui croyons au progrès, qui croyons à l'émancipation des peuples, plus que quiconque. Nous avons un devoir, celui de trouver la force de changer le monde, chacun à notre niveau,
plutôt que simplement de l'observer et de le décrire. Nous avons le devoir de combattre et de dénoncer sans faiblir cette pauvreté, ainsi que l'exploitation qui en est faite, mais aussi sans aucun doute l'indifférence que face à elle certains cultivent. Nous avons été ceux qui avaient prôné la régularisation de milliers de sans-papiers qui étaient sur nos territoires, qui concernaient bien entendu les personnes d'origine africaine, de tous les pays d'origine africaine. Nous nous sommes battus, je me souviens Laurette, avec toi, contre un gouvernement qui était un gouvernement plus orienté vers la droite. C'était à l'époque de Verhofstadt, à l'époque de Le Terme, à l'époque de Van Rompuy, et nous avons obtenu cette régularisation. C'est par le biais de la régularisation, c'est par le biais de l'accès à une migration légale que l'on peut aussi éviter ce qui se passe aujourd'hui dans la Méditerranée. C'est par le biais de cette action qui permet à des personnes de rentrer dans la légalité que nous pouvons aussi répondre à ces catastrophes qui sont aujourd'hui vécues dans la mer Méditerranée. C'est aussi par le biais de l'action que nous menons vis-à-vis des pays africains. Et je dois vous avouer qu'en tant que parlementaire européenne, j'ai toujours eu cette préoccupation africaine. On le sait, on a eu les Vendredis de l'Afrique au Parti Socialiste il y a déjà 5 ans. Ces Vendredis de l'Afrique nous ont amenés à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et il faut continuer à avoir de la cohérence dans les idées. La cohérence dans les idées, eh bien aujourd'hui on le défend au niveau du Parlement européen, par exemple, sur la question de l'exploitation des ressources dont dispose le continent africain. C'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources, c'est-à-dire des pays riches. La plupart des pays africains sont des pays riches de nature et de ressources, et en même temps ces pays sont dans la pauvreté. J'étais hier avec une personne, une Angolaise, qui disait la situation est dramatique en Angola. Il y a des très riches qui sont dans le diamant, dans le pétrole. Il y a des Européens, il y a des internationaux qui sont dans le diamant et dans le pétrole. Et puis il y a des très pauvres qui ne peuvent pas vivre. C'est le cas de l'Angola, c'est le cas de la RDC, c'est le cas du Burundi, c'est le cas de beaucoup d'autres personnes aujourd'hui que l'on peut rencontrer en Afrique. Alors, c'est vrai que quand on rencontre les autres partis politiques, ils partagent cette déclaration en disant « on doit lutter contre les injustices ». Vous voyez le Parti populaire européen, vous voyez le Parti ALDE. Dans le Parti populaire, il y a le CDH, il y a le CDNV. Dans le Parti ALDE, il y a le MR, il y a le VLD. Dans le Parti ECR, il y a la NVA. Ah ben, tous ces pays, ils disent on est contre les injustices. Ils pleurent quand il y a le professeur Mukwege qui vient dire les atrocités qui sont vécues dans son pays. On invite le professeur Mukwege, prix Sakharov européen, tout le monde le soutient. J'étais la seule à dire nous ne le soutiendrons qu'à une seule condition, c'est qu'il ne peut pas être le cache-sexe des entreprises européennes qui vont exploiter les ressources dans ces pays. Nous avons tenu notre engagement en tant que socialistes et nous avons dit nous demandons une législation européenne pour qu'il y ait une traçabilité des ressources qui sont employées dans ces pays. Eh bien, vous savez quoi? Nous sommes les seuls socialistes à pouvoir défendre ce point de vue. Les autres, ceux qui pleuraient, le MR, le VLD, la NVA, qui dit qu'il défend les populations, il faut savoir comment il les défend, ou encore le CDNV et le CDH, ne prennent pas position et disent d'abord l'intérêt de nos entreprises et puis les vies. Eh bien, ça, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. C'est la réalité dans laquelle les autres partis se trouvent. Le Parti socialiste a toujours mis les vies avant tout, les vies humaines et les conditions de ces vies humaines, et c'est ça que nous défendons ici. On le défend à tous les niveaux. Laurette l'a dit, au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau du fédéral, au niveau de l'Europe et du côté international, et on doit vraiment se battre pour ça, parce qu'entre les discours et les actes, eh bien, il y a souvent des différences. Par contre, au Parti socialiste, il n'y a pas de différence entre les discours et les actes, et c'est pour ça que nous sommes ici. Donc merci pour votre contribution, et on continuera à se battre, même quand c'est difficile. Journée effectivement qui nous permet d'avoir un échange, d'avoir gérer des idées, de pouvoir travailler aussi par rapport aux vraies questions qui sont les problématiques qui se passent dans nos pays d'origine, et de voir de quelle manière on peut donner une réponse effectivement en étant une diaspora ici dynamique, mais à travers cette diaspora aussi, et qui est une diaspora qui est engagée et qui a envie de changer les choses en étant ici, les conditions qu'ils vivent ici aujourd'hui et les conditions qu'on vit dans le pays d'origine. Alors, je ne peux évidemment pas prendre la parole sans parler de ce que Laurette a dit tout à l'heure, les naufrages qui s'est passé dans la Méditerranée.
Mais je ne peux pas parler non plus de ce naufrage sans parler du terrorisme, sans parler d'Ebola, sans parler de la démocratie dans nos pays d'origine. Parce que c'est vrai qu'on a beau dire que les gens fuient la misère dans nos pays d'origine, mais la grande difficulté évidemment et le vrai souci qu'il y a, c'est le problème de démocratie dans nos pays d'origine. Et si aujourd'hui l'Afrique, je pose souvent cette question, pourquoi est-ce qu'on est si riche, je dirais, dans nos sols? Nos pays sont considérés comme étant les pays les plus riches du monde, et pourtant nous sommes les plus pauvres, nous n'avons rien. Et les gens fuient tout le temps. Nous avons une population de 5-10%, effectivement, une population qui profite de toute la richesse du continent. Mais à côté de ça, il y a une responsabilité occidentale aussi, parce qu'il y a une politique internationale qui est menée aujourd'hui. Quand on parle de la Méditerranée, aujourd'hui, on traverse à travers où? On traverse à travers la Libye. Et donc, quand on arrive par la Méditerranée, on passe par la Libye, ben, il y a eu effectivement tout un travail qui a été mené pour détruire l'État libyen. Et aujourd'hui, il y a les conséquences qu'on est en train de payer aujourd'hui avec toutes ces personnes qui partent de l'Afrique et qui meurent dans nos mers. On avait dit en Palouza en 2013, plus jamais ça. Et puis, en avril, 400 morts, pire que ce qui s'est passé en Palouza, 700 morts aujourd'hui. On dit que c'est la pire catastrophe effectivement qui est arrivée en Méditerranée. Moi, je dirais avant l'abolition de l'esclavage. Donc j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a vraiment un... Moi, je suis révolté. Je suis révolté parce que j'entends toujours des discours qui disent qu'il faut qu'on change des choses au niveau européen. Évidemment, parfois on se sent impuissant. Je ne dis pas que c'est une responsabilité au niveau local ou au niveau belge, mais il y a un vrai travail effectivement aujourd'hui qui est à mettre en place. On dit toujours qu'il faut régulariser les gens. Évidemment, on met des gens dans la misère. Les gens, ils fuient l'Afrique. Vous savez, avec Ebola, aujourd'hui, les villages sont désertés dans mon pays d'origine. Les gens fuient les villages. Et ils fuient comment? Ils fuient parce qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils viennent en Europe, pour pouvoir renvoyer de l'argent pour aider leur village et aider les gens qui sont là-bas. Mais donc quand les gens viennent ici, c'est pour simplement pouvoir contribuer à aider les gens du pays d'origine. Mais la question que je me pose réellement, tout le combat qu'on mène tout le temps aujourd'hui en Europe, quand est-ce que la conscience va se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les gens y restent chez eux? De quelle manière est-ce qu'on peut travailler en Afrique pour que les gens arrêtent de fuir les continents, notre continent, arrête de déserter le continent et qu'on y reste réellement pour que les choses puissent évoluer, puissent changer, pour qu'on ait une inspiration, pour qu'on éduque nos enfants. Aujourd'hui, effectivement, le gros problème de la démocratie aujourd'hui, c'est le manque d'éducation. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Tout est mis en place pour que les choses ne fonctionnent pas. Et quand on voit aujourd'hui l'approche qui est mise en place par les politiques qui sont dans les pays aujourd'hui, la répression qui est mise en place en termes politiques aujourd'hui dans l'accompagnement, avec un soutien qui est souvent un soutien international derrière cela, comme on dit, des partis effectivement qui vont faire du business dans ces pays-là. Le PS est un parti effectivement qui défend, qui a envie de changer les choses. Mais est-ce que le PS à lui tout seul peut influer sur une mentalité internationale qui est une mentalité européenne aujourd'hui, qui mène une politique internationale? Non, je ne pense pas. Je pense que la vraie réponse que nous devons essayer de donner, en tout cas, à nos continents, nous devons y travailler. Nous devons y travailler. Je pense que nous avons des personnes de la diaspora aujourd'hui qui ont, je dirais, des vraies expertises, qui ont participé qui savent ce que c'est que la démocratie en ayant vécu ici. Et donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies questions et de voir de quelle manière cette diaspora peut apporter sa force et sa compétence et sa connaissance dans nos pays d'origine. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais je vous souhaite une excellente journée. Je pense que le PS est un parti aujourd'hui qui a décidé de s'occuper de l'Afrique. De s'occuper de l'Afrique et de s'occuper de ces Africains qui sont en Belgique. Mais je vous demande aussi aux Africains de pouvoir aussi, à un moment donné, se poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est de nous dire aujourd'hui de quelle manière est-ce que nous pouvons être unis ensemble pour pouvoir changer les choses dans nos continents. Pas au Congo, pas en Guinée, mais non, pour l'Afrique. Pouvoir changer l'Afrique ensemble. Parce que tout ce qui se passe, que ce soit au Congo, en Guinée, au Mali, ben c'est exactement les mêmes problèmes que nous rencontrons au quotidien. On a un problème de démocratie. Et pour qu'on ait la démocratie, il faut qu'il y ait une inspiration. Il faut qu'à un moment donné, on aille aussi sur place pour pouvoir changer les choses. Merci. À mes côtés, j'ai le ministre-président Rudy Verwoerd, ici présent pour cette journée de l'Afrique. Bonjour, monsieur Rudy. Bonjour. Dites-nous, un tel événement qui rehausse encore le continent africain, un petit mot sur ça? Mais
c'est la 4e édition. Ça montre que le Parti socialiste veut inscrire cet événement dans la durée. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et puis qu'on oublie. Évidemment, cette année-ci, il y a une connotation particulière liée aux événements dramatiques qui se déroulent en Méditerranée et qui nous interpellent tous. Et de se dire, voilà comment, d'une part, éviter ça ici et maintenant, et puis après, comment construire autre chose pour faire en sorte que, d'une certaine manière, à la fois l'Europe et l'Afrique puissent construire un avenir commun. Qu'est-ce que le PS peut apporter à cette situation critique? Mais c'est d'abord évidemment un devoir de solidarité, et puis c'est chacun à son niveau de pouvoir. Moi, comme ministre-président de la région bruxelloise, c'est d'œuvrer pour faire en sorte que, à la fois, les populations qui vivent ici trouvent leur place, qu'elles puissent avoir un avenir, un futur pour elles et pour leurs enfants, et puis c'est de travailler au travers des mécanismes de coopération-développement. Nous sommes compétents pour ces matières-là, pour construire un modèle qui fasse en sorte que l'Afrique, le continent lui-même, ait aussi son avenir. Si on doit parler de la santé du PS en Belgique? Mais le parti, évidemment, est dans des majorités, notamment dans les régions, les communautés, dans l'opposition fédérale. Très présent dans les communes également. C'est la démocratie. Je pense que ça ne doit pas nous faire perdre le cap, de nous faire perdre, je dirais, nos priorités. Et il faut travailler. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, un tel événement où l'Afrique, encore une fois, vit à l'EPS est rehaussé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, ce que je veux dire, c'est combien nous sommes fiers d'organiser cette 4e édition de la Journée Afrique. Comme vous voyez, il y a énormément de monde. C'est un moment festif. On s'amuse ensemble, on partage, mais c'est aussi un moment de travail. Et pour moi, c'est très important de réfléchir ensemble et de porter des projets pour améliorer la vie dans les quartiers à Bruxelles. Oui. Et quand vous voyez, après une 4e édition, autant de monde, vous pouvez vous dire que votre pari est réussi? Oui, mais on veut encore mieux et plus. Mais mon pari à moi, il est réussi quand, en fonction des projets qu'on porte ensemble, on réussit à les réaliser. Voilà, c'est vraiment, je suis dans le positif, dans le constructif. J'ai envie que ce que vivent les hommes et les femmes, notamment d'origine africaine, les difficultés comme les réussites, j'ai envie d'être à leur côté avec tout le Parti socialiste et soutenir finalement leur bien-être. Je vous ai entendu tantôt parler de la Méditerranée, la situation qui se passe maintenant. En tant que responsable d'un grand parti comme le Parti socialiste, cela vous touche, on a entendu vos mots. Mais qu'est-ce que le PS peut apporter à toute cette communauté? Alors, ça me touche, c'est fait plus que me toucher, parce que le mot toucher est un mot trop faible. Je suis horrifiée par le sort réservé à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui simplement ont été chercher l'espoir. Et je trouve que la réponse, notamment au niveau européen, est une réponse qui est en deçà de ce que l'on attend. Il n'y a pas eu un élan très fort par rapport à cette catastrophe humanitaire. Donc ce que l'on doit faire comme Parti socialiste, c'est réclamer une autre politique africaine, mais une autre aussi politique belge et européenne de coopération au développement. Parce qu'on doit évidemment faire vivre ce beau mot de solidarité et faire en sorte que là-bas, sur place, il y ait un bien vivre qui permet d'éviter ce genre de drame. Et comment va la croissance du Parti socialiste dans le gouvernement belge? Alors le PS à Bruxelles est un parti qui est le premier parti de notre région. Et nous sommes effectivement, nous avons la région bruxelloise ainsi que de diverses communes et à travers ces institutions, nous essayons de réaliser les projets justement que nous décidions ensemble avec les participants à cette journée. Un grand merci et merci de faire attention à ce grand continent qui est l'Afrique. Merci. Merci. Madame Dora Ilunga, ancienne échevine et conseil communal, en tant que membre du PS, qu'est-ce que cette journée représente pour vous?
C'est une journée importante parce qu'on sait quand même la quantité de personnes d'origine étrangère qui habitent Bruxelles et les difficultés auxquelles elles sont confrontées, ces personnes. Donc c'est important que les PS puissent réaliser quand même une journée où on met vraiment le focus sur la communauté d'origine subsaharienne ou subsaharienne directement. Et en tant qu'Africaine, on doit le souligner, vous êtes africaine d'origine, ça vous touche que le continent africain soit mis à l'honneur? Oui, bien sûr, ça me touche, surtout qu'il y a énormément maintenant dans l'actualité des problématiques liées à la migration subsaharienne. Donc ça me touche de voir que le parti, enfin, on se lève pour faire quelque chose dans ce sens-là. Mais s'occuper aussi de ceux qui sont déjà plus ou moins installés dans le pays, dans la Belgique, de voir comment ça se passe. Est-ce que c'est vraiment une installation qui est réussie? Est-ce que les choses se passent comme on voudrait que ça se passe? Donc à la fin de ce type de journée, on a comme ça un ramassis de plusieurs informations qui permettent de modifier les choses. Un grand merci. Merci. Monsieur Henri Nzouzi de la Radio Mboté, vous qui avez tenu un tel débat concernant un événement qui rehausse encore le continent africain, un petit mot sur ça? Oui, bah écoutez, oui, les Journées de l'Afrique, forcément, c'est un moment important. Ça permet au fond de se concerter, de réfléchir, d'échanger sur des thématiques qui concernent au premier chef la communauté africaine, forcément, mais avec évidemment un parti important qui essaye de se réapproprier une partie de ce débat-là justement, puisque ce ne sont pas tous les partis qui, je dirais, accordent la même importance sur des questions de société, des questions liées à l'emploi, à l'immigration. Bref, ma présence ici s'explique surtout par la volonté que nous avons, nous, au niveau de Radio Mboté, de pouvoir nous impliquer dans ce type de débat en apportant notre contribution. Et quand vous voyez l'évolution de ces partis politiques qui ont un souci pour le continent africain, vous êtes heureux? Non, parce qu'ils ont vraiment des approches tout à fait différentes. C'est une question, je pense, idéologique. Vous avez ceux qui privilégient plutôt, je dirais, le devenir des entreprises, justement, qui parfois exploitent de façon peu délicate les richesses dans les pays africains. Puis vous en avez d'autres qui, eux, mettent plutôt l'homme au cœur de l'action et accordent une importance plus importante aux questions humanitaires, mais dans un souci, évidemment, de coopération mutuellement profitable. Un grand merci. Merci. Dido de Change Asbel, une telle journée où on voit aussi votre présence. Le Change Asbel est là aussi pour honorer aussi cet événement. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que membre de cette communauté qui permet aussi à cette jeunesse de voir clair à certaines situations critiques qui se passent aussi, on peut dire, dans toute la communauté africaine? Ok, nous, bien sûr, comme vous le connaissez, on essaie d'être présent partout où on part d'Afrique, partout où on part de la diaspora. On se doit d'être présent, que ce soit dans chaque événement. Surtout que malheureusement, la communauté est touchée par tous les faits dramatiques que vous pouvez voir dans la Méditerranée et dans nos pays d'origine, par des maladies, par des faits dramatiques dans les pays où il y a des morts. Et voilà, on se doit d'interagir et surtout d'être présent pour encore une fois sensibiliser les gens, leur pousser à une certaine solidarité et surtout à une action. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent, c'est « Soyons acteurs du changement ». Il faut vraiment que si on veut que les choses changent, il faut que nous-mêmes on change, il faut qu'on prenne les choses en main et qu'on soit les maîtres de notre destin. Un grand merci. Merci. Au revoir. Je ne voudrais pas répéter ce que le professeur Yenga vient de dire sur ce qui se passe au niveau des inégalités aux écrans des télévisions belges, mais je voulais quand même ajouter quelque chose. Je travaille dedans, je suis confrontée à cette problématique parce que je sais ce que la télévision devrait faire pour porter ce concept de diversité et je suis consciente que les médias ne remplissent pas du tout, surtout la télévision, ce rôle assez important. Et ça m'interpelle doublement parce que je suis ici pour la diversité. Il y a quand même des études, il y a beaucoup de rapports qui ont été faits là-dessus, mais je voulais juste m'arrêter sur quelque chose qui m'a personnellement interpellée, qui est, je vous conseille, si vous avez un petit moment de vous renseigner dessus, il y a une étude exploratoire qui a été faite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique. Les résultats sont vraiment alarmants. Cette étude a été faite par des chercheurs de ce centre qui ont fait un travail sur 23 télévisions francophones belges. Et ils ont été en détail, ils ont regardé au niveau de la requête au personnel qui travaille dans la télévision, les programmes qui sont traités, les personnes interviewées, les gens qui figurent aux écrans, et c'est alarmant. On retrouve 1% de tout ce qui se passe sur les écrans des télévisions belges. La communauté d'origine noire ne représente qu'1%. C'est quand même catastrophique.
Et 99% représentent des personnes, entre guillemets, appelées blancs. C'est comme ça qu'ils font, c'est le terme utilisé. Et donc, vous vous rendez compte, vous savez, la télévision surtout, les médias en général, mais la télévision en particulier, c'est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que autant elle peut détruire, valoriser, construire, mais autant elle peut détruire. La télévision, en quelque sorte, légitime l'information, aide aussi à former l'opinion publique des sociétés. C'est comme si ce qui a été dit et montré à la télé est vrai. C'est la vérité irréversible. Et du coup, même dans le 1% qui est accordé à la population d'origine noire, mais qu'est-ce qu'on montre souvent? Ce sont des images qu'il ne fallait même pas montrer. Et ces images positives, ce sont des footballeurs, comme si la seule chose que les Africains savent bien faire, c'est jouer au foot. Je n'ai rien contre le foot. C'est un talent, c'est quelque chose de bien. Mais on sait faire autre, on sait faire beaucoup de choses plus que ça. Mais sinon, le reste des images qui sont montrées, dans le 1%, ce sont des bagarres, les manifestations chaotiques, les sans-papiers, les personnes qui parlent aucune langue correctement. Je pense que le large public, la plupart des Belges, les personnes vivant en Belgique, ignorent que dans la communauté d'origine noire, il y a des gens investis au service de ce pays, qu'il y a des politiques, qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des chercheurs, qu'il y a des gens actifs dans le monde associatif, qu'il y a des artistes qui portent ce pays. Une commission électorale dite indépendante n'est pas tout à fait fiable. Eh bien, c'est bien que les médias soient présents pour pouvoir, dès qu'on affiche les résultats dans un bureau de vote, transmettre ces résultats à leur rédaction et donc faire en sorte que ces résultats puissent être comparés avec les résultats officiels de la commission électorale pour le même bureau de vote. Donc, effectivement, à travers ces 4 fonctions-là, informer, éduquer, donner la parole aux citoyens, contrôler la régularité du processus, les médias jouent un rôle tout à fait fondamental dans le déroulement démocratique d'une élection. Alors, les médias congolais, burundais, aujourd'hui, sont-ils en mesure de remplir ces fonctions-là? On est clairement dans des paysages médiatiques où les médias sont encore en situation de post-conflit, c'est-à-dire ils sont dans des situations marquées par une faiblesse des ressources humaines, des ressources financières, et donc ils sont de part et d'autre confrontés à un gros problème de viabilité. Or, la viabilité, c'est ce qui est nécessaire pour garantir l'indépendance. Vous ne pouvez pas avoir de médias indépendants qui vont donner la parole à tout le monde, qui vont donner la parole aux citoyens, si ces médias-là ne sont pas indépendants financièrement des groupes politiques qui sont en compétition. Dans un pays comme le Congo, la plupart des médias appartiennent à des personnalités politiques. Donc, un certain nombre appartiennent aussi à des pasteurs et à des églises. Je ne parlerai pas de ceux-là. Mais dans les médias dits d'information, la plupart sont la propriété de personnalités politiques, y compris des médias dits communautaires, qui se présentent comme communautaires, mais dont on se rend compte que ce sont des médias qui ont été créés par tel ou tel candidat député qui veut avoir dans son village une radio qui lui permet de s'assurer que son information vis-à-vis de son bastion électoral va pouvoir être diffusée dans le sens où il le souhaite. Et d'ailleurs, souvent, il y a beaucoup de radios communautaires qui, entre 2 scrutins, vivotent parce que leur député, qu'il ait été élu ou qu'il n'ait pas été élu, leur propriétaire se désintéresse tout à fait de leur situation. Mais en période préélectorale, on voit bien que la préoccupation de chaque candidat, alors quand on sait évidemment les milliers de candidats qui sont présentés à la députation au Congo, vous imaginez que ça entraîne une multiplication impressionnante du nombre de radios dans un pays comme le Congo. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un problème de viabilité de ces médias et du coup d'indépendance et de corruption des journalistes. Alors, si vous êtes congolais, vous connaissez le roupage. Si vous êtes burundais, vous connaissez le système des per diem, donc qui sont des systèmes par lesquels un journaliste peut compenser l'absence de salaire en acceptant de l'argent de la part des organisateurs de l'événement qu'il est amené à couvrir. Évidemment, en période électorale, des journalistes démunis, des journalistes qui n'ont pas de salaire, ou qui ont des salaires dérisoires. Une étude récente montrait qu'au Burundi, plus de 60% des journalistes gagnent entre 100 et 150 $.
Alors au Congo, on n'a même pas de statistiques, mais on sait que la plupart des journalistes ont un salaire autour de $50 par mois, voire pas de salaire du tout, y compris dans les grands médias. Et on voulait que ce soit une chirurgie réservée à des spécialistes, et c'est ça qui a lieu maintenant, on en est absolument ravis. Donc on a commencé il y a 1 an, et nous ce qu'on propose, c'est vraiment une prise en charge globale, multidisciplinaire. Donc comment ça se passe concrètement? Les patientes arrivent, elles commencent par rencontrer Fabienne, et Fabienne c'est le sas de décompression. Donc elles arrivent, elles sont complètement stressées, elles se demandent pour répondre à leurs questions, mais à la fois elles se disent merde, je dois me déshabiller, c'est horrible, en plus il paraît que c'est un homme, j'ai peur, bon, on dépasse par Fabienne, alors je dois les sortir du bureau de Fabienne parce que ça elle rigole, et c'est tenu longtemps, elles pensent qu'elles sont ravies, et donc je vois quand je les reçois, elles sont déjà complètement reculées. C'est pas relax, mais en tout cas, elle a quand même réussi. En fait, Fabienne a aussi ce talent de vraiment bien briser la glace, elle connaît hyper bien la flûte, donc c'est assez facile. En plus, c'est vraiment une experte dans son domaine. Quand elles sont passées chez Fabienne, elles ont vraiment commencé à parler de leur histoire, etc. On évoque les problèmes médicaux, mais elles peuvent aussi consulter Sandrine ou Sonia. Sonia est une psychologue de la douleur, donc elle a des thérapies psychologiques cognitives. Elle ne fait pas de psychanalyse, mais elle fait une prise en charge psychologique qui est tout à fait adaptée aux personnes qui viennent, et surtout concernant les douleurs et les traumas, Et Sandrine, qui est une autre sage-femme, et qui elle, a une formation de sexologue, et la sexologie est vraiment fondamentale. Énormément de gens qui arrivent chez nous n'ont absolument aucune notion de ce que c'est que la sexualité, entre guillemets, normale. Elles ont très peu de vie de couple normale, souvent elles ont été mariées précocement, elles ont subi des violences conjugales, des viols conjugaux, et il y a beaucoup de femmes qui arrivent pour qui le sexe, ça n'est que se faire violer par un vieux, et donc il y a quand même des choses, évidemment, pour remettre tout à zéro, et Sandrine est là pour expliquer à ces femmes ce que c'est qu'une sexualité de couple, on va dire classique. Ça peut paraître évident pour certains, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment pas du tout le cas, et c'est totalement fondamental pour le bien-être, évidemment, et la qualité de la prise en charge. Monsieur Jean-Pierre Fonke qui nous amène Qui suis-je? Bonjour monsieur. Qui suis-je? C'est une forme d'interpellation pour permettre aux jeunes d'avoir une meilleure estime de soi. Parce que nous nous rendons compte de plus en plus que les jeunes ne savent plus qui ils sont. Ils ne se retrouvent plus par rapport aux nombreux problèmes que nous vivons quotidiennement dans la société. Et Qui suis-je? C'est une interpellation pour que le jeune puisse se retrouver, pour avoir une meilleure estime de soi. Voilà. Et en tant que jeune Stéphane, qu'on reconnaît, qu'on a vu à Miss Cameroun aussi, Stéphane, qu'est-ce que cela représente pour toi? Pour moi, c'est une très bonne initiative de monsieur Jean-Pierre Fonke de pouvoir penser à nous jeunes qui avons des difficultés dans l'intégration, que ce soit dans notre communauté, que ce soit, nous sommes confrontés à beaucoup d'intégration, que ce soit sur le plan sportif, culturel. Par exemple, moi qui veux me lancer dans le piano, j'ai du mal à savoir d'où je viens, comment je vais faire pour arriver, comment je vais faire pour devenir comme Mozart, ou pour devenir comme tel. Alors j'ai beaucoup il y a beaucoup de difficultés. Donc, de contraintes, voilà. Merci Stéphane. Monsieur, où est-ce qu'on peut se procurer tous ces t-shirts Qui suis-je et vous suivre? Vous lancez juste une adresse? À la rue Camusel, le numéro 18 à 1000 Bruxelles, ou alors sur notre site internet www.labelhop.com
ou alors sur Facebook. Ils n'ont qu'à taper Label Hope. Ils verront quelques modèles de t-shirts. Par exemple, pour cette soirée spécialement, cette journée africaine, nous avons écrit un petit mot là. Nous avons tous en nous quelque chose de différent. Cette particularité est une force. Et la diversité qu'elle représente, c'est notre richesse. C'est un message que j'adresse à la fois aux autres et à certains de nos compatriotes africains pour qu'ils puissent retrouver leur identité. Voilà. Merci Monsieur Fonk. Merci. Merci. Isabelle De Nascimento qui a concocté tous ces bons plats. Bonjour Isabelle. Bonjour ma chérie. Dis-moi, comment est-ce que tu as accepté de venir aujourd'hui ici et faire toute cette nourriture pour tous les gens qui viennent honorer cet événement qui concerne l'Afrique? Bon, en tout cas, je remercie tout d'abord votre présence ici. Je remercie aussi l'organisation qui ont pris contact avec moi pour pouvoir venir représenter notre bonne gastronomie angolaise. Et pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir participer ici. On est aussi heureux. Mais qu'est-ce que les gens mangent le plus aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, les gens, je vais dire tout. Oh, oui, comme vous voyez, la preuve, c'est quasiment vide. Les gens, ils aiment bien tout qui est africain. C'est la joie. Je suis contente de pouvoir servir nos bons plats pour tous les gens qui sont là aujourd'hui. Merci. De rien, merci beaucoup. Monsieur Thierry Mbulamoko, aussi présent à cet événement où le PS a rehaussé cette journée de l'Afrique. Monsieur Thierry Mbulamoko, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'Africain de 1 et de 2, en tant que jeune qui fait partie aussi de cette communauté africaine ici en Europe? C'est quelque chose d'important. D'important pourquoi? Parce que au niveau d'un parti politique, le Parti socialiste, une journée, évidemment sur une année, consacrée à l'Afrique, où différentes thématiques sont abordées, pour moi c'est quelque chose d'important. Il y a une grande participation des Africains, en tout cas de la diaspora africaine, des Africains, des Belges d'origine africaine, que ce soit au niveau festif, parce que voilà, on est dans une ambiance de fête, mais aussi au niveau de la réflexion, au niveau des échanges. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des thématiques et moi j'ai trouvé les échanges plutôt constructifs. Et mon souhait en tout cas, c'est que ce genre d'initiative puisse se multiplier au sein d'un parti comme le Parti socialiste ou même d'autres structures. Pourquoi? Parce que voilà, la diaspora a plein de potentialités. La diaspora a beaucoup apporté, que ce soit au niveau de la Belgique, mais aussi au niveau de l'Afrique. Alors, l'atelier dans lequel j'étais, nous avons parlé du processus électoral et du processus de démocratisation en Afrique. Il s'est dégagé pas mal d'éléments au niveau de la diplomatie parlementaire, au niveau de la gestion des conflits, au niveau de la prévention. Ça, c'était quelque chose de très important et l'expertise de la diaspora congolaise est vraiment remarquable. Un grand merci, Monsieur Thierry Mbulamoko. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Madame Marie Arena, députée européenne, bonjour. Bonjour. Un tel événement qui rehausse ce continent africain à travers un parti politique comme le Parti socialiste. Vous qui avez aujourd'hui toujours milité pour cette cause et vous continuez à le faire avec beaucoup de dignité. Est-ce que vous êtes dit que votre pari est réussi? Alors oui, c'est un pari réussi de pouvoir mettre autour de la table les acteurs du continent africain et de pouvoir travailler ensemble à un certain nombre de solutions. Alors est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? Je ne le dirais pas, parce qu'aujourd'hui le continent africain est dans beaucoup de crises, que ce soit les crises de certaines radicalisations dans certains pays, par exemple la présence de Boko Haram, ou que ce soit des crises qui sont des crises politiques dans d'autres pays, ou encore l'exploitation des ressources dans beaucoup de pays africains. Sous le nez de tout le monde, eh bien, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail pour qu'on soit, je dirais, vraiment soucieux de ce qui se passe dans l'État africain aujourd'hui. Et quand vous voyez qu'il y a autant d'Africains qui ont répondu présent à votre invitation, je peux me dire qu'ils ont ce souci-là de voir leur continent aussi évoluer. Bien sûr, moi je pense que la plupart des personnes qui sont issues de l'Afrique sont très attachées à leur pays d'origine. Et donc quand ils voient ce pays souffrir, quand ils voient ces personnes souffrir, qui sont souvent de la famille, des cousins, des oncles, des tantes, eh bien ils sont révoltés. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est grâce aux ressources que la diaspora
envoie à l'Afrique, que ces pays s'en sortent un peu, que ces personnes s'en sortent un peu. Ce n'est pas l'aide au développement qui fait que ça marche un peu mieux en Afrique, c'est grâce à l'aide de la diaspora. Et donc, bien entendu, les gens ici, qui souvent sont en difficulté et qui doivent encore plus aider leur famille, eh bien, ils nous demandent d'être beaucoup plus actifs. Et en tant que députée européenne, comment va l'Europe ? Alors l'Europe aujourd'hui, on travaille sur un sujet qui est un sujet très important concernant l'Afrique, c'est la question des ressources. Comment est-ce qu'on peut comment on peut tracer l'exploitation des ressources sur le continent africain pour être sûr que quand une entreprise achète des ressources en Afrique, eh bien ce soit en clair, c'est-à-dire on est clairement dans sa comptabilité, combien de ressources elle a achetées, à qui elle les a achetées et pour quel montant elle les a achetées, ce qui permettrait à la société civile aussi de mieux comprendre ce qui se passe avec ces ressources dans le pays d'origine. Un grand merci. Merci à vous. L'artiste Bacho Mouna qui nous vient avec Back to the Roots ici à cet événement qui honore encore ce continent africain. Bonjour monsieur l'artiste. Bonjour. Dites-moi, comment va votre évolution? Je vais très bien. Et mon évolution musicale évolue toujours de plus en plus. Donc là, je viens de sortir Back to the Root, qui est un album qui a été enregistré à Paris, à Bruxelles, à Tallinn, et qui a été mixé et masterisé à New York par Mike Makowski. Et Mike Makowski, pour ceux qui ne le savent pas, il a 13 Grammy Awards et il est l'ingénieur de son de Mariah Carey, Amy Winehouse, Gorilla et j'en passe. Donc c'est un produit qui est tout frais et qui est déjà en vente dans tous les sites numériques, dont plus particulièrement on le trouve un peu partout sur iTunes et Amazon and so on. Un grand merci. Je vous remercie et merci pour tous les auditeurs qui nous écoutent. À très bientôt. Bye bye. Merci. Madame Guylaine Molaï, aussi présente ici à cet événement, qui représente aussi le Parti Socialiste. Bonjour Madame Guylaine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner vos fonctions? Alors, je suis collaboratrice au cabinet de M. Rudy Vervoort, ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Je suis une des organisatrices, je fais partie du comité organisateur de ces journées. Ça fait la 4e édition aujourd'hui et je suis présidente de la SBL CIPROC qui organise énormément d'activités et aussi mandataire du Parti Socialiste. Madame Guylaine Molaï, un tel événement en tant qu'Africaine où le Parti Socialiste nous permet aussi d'être valorisé, qu'est-ce que cela représente pour vous, étant donné que vous êtes déjà dans ce milieu-là il y a bien des années? Mais je voudrais dire que c'est pas venu, ça n'a pas coulé de source. On s'est battu énormément pour que le Parti Socialiste puisse quand même prendre en considération la communauté d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, c'est la 4e édition et comme vous voyez, il n'y a pas d'élection en vue. Donc, c'est une activité vraiment qu'on fait pour qu'il y ait un échange entre les politiques du Parti Socialiste, parce qu'ici on est dans le cadre du Parti Socialiste, et les militants et la communauté origine d'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens du terrain. Les personnes se plaignent toujours que voilà, vous autres, on vous voit que pendant les élections, on ne fait rien pour nous. Mais ici, justement, c'est un cadre où vous venez, vous dites ce que vous avez sur le cœur, et par rapport à tout ça, le Parti Socialiste, dans son programme, pourra intégrer là où il peut le faire. Au niveau fédéral, on ne sait pas le faire parce qu'on n'est pas au pouvoir, mais dans les régions, dans des communautés, on va le faire par rapport aux recommandations qui vont ressortir ici. Donc c'est vraiment un moment convivial d'échange parce que c'est pas seulement parce que nous, on nous voit toujours comme ceux qui veulent danser, s'amuser. Non, ça vient après parce que c'est dans notre culture. Vous voyez, on vient de faire 4 ateliers sur des thèmes très très importants. Moi, j'ai animé l'atelier qui concerne la diversité dans les médias, qui vous concerne. Pendant la conférence qu'on a fait la semaine passée, je vous assure qu'il y a eu des questions terribles. Même Laurette Onkelix a dit, mais on ne va pas faire le débat ici, venez le 25. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que on n'arrive pas à voir les journalistes. Je parle de vrais journalistes parce que c'est pas parce que vous tenez un micro, que vous tenez une caméra, que vous devenez professionnel. Mais ces personnes-là n'arrivent pas à percer malgré qu'ils ont le même diplôme que les Belges de souche.
Donc voilà, c'est ça en fait qu'on a essayé de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour leur permettre aussi de mettre leurs compétences à disposition de la société. Maman Guylaine Molayi, quand on parle de, de ce que vous venez de tenir comme atelier, on parle des médias. Quand on voit, par exemple, je peux dire, nous on remercie Dieu parce qu'on vole de nos propres ailes. GLTV, par exemple, on est aujourd'hui à plus de 20 000 vues par mois. On est à 100 émissions depuis septembre 2014. Donc, je me dis qu'on le fait sans avoir un sou du gouvernement belge, sans subside. Qu'est-ce que vous, en tant que membre du PS, vous pouvez apporter à ces membres-là du média? Mais c'est ce que je vous ai dit, excusez-moi, il y a eu des recommandations qui sont sorties de ces ateliers. C'est d'abord de mettre en place une sorte de discrimination provisoire, parce que je ne suis pas pour la discrimination positive. Donc de mettre en place une sorte de discrimination provisoire dans les médias pour justifier rendre un peu équitable l'équilibre, pour remettre un peu l'équilibre, parce que dans le petit écran, je viens juste de voir Ivoire des Rosennes qui fait la météo. Pourtant, c'est une tête. Mais bon, c'est une porte, c'est un tremplin pour elle aussi, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, mettre en place cette discrimination positive pour que nos journalistes puissent aussi exercer dans les médias nationaux. Donc ça, c'est déjà une chose. Et en plus, il y a un travail qui a déjà été fait pour pouvoir mettre en place, pour avoir une fréquence propre à la communauté subsaharienne. Ce travail-là a été fait, le projet est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend une ouverture des fréquences et le Parti socialiste est là pour soutenir. D'ailleurs, on va mettre en place un groupe de travail qui va réunir et les médias, et les professionnels de médias, et les politiques et la société civile pour continuer sur cet élan-là. Donc, des choses avancent petit à petit, mais il faut aussi que vous soyez là à revendiquer. C'est ça. On peut le faire, Madame Guylaine Molayi, mais qui nous écoute, c'est ça la question. Nous, on est là pour vous écouter. Un grand merci. On est là pour vous écouter. Merci. Mais en tout cas, je voudrais vous féliciter. GLTV Ika de Jong, très belle ici, en tout cas, bravo. Et merci d'être venu. Merci, maman. Merci. Le ministre Rachid Madran à mes côtés, bonjour. Bonjour. Dites-moi un tel événement où on vous a vu en tant qu'Africain qui honore encore, grâce au Parti Socialiste, toute cette communauté africaine qui ont répondu présent. Est-ce que quelque part vous vous dites que votre pari est réussi? Ah oui, tout à fait. Moi, ça me fait chaud au cœur, là. Il y a beaucoup de monde, il y a une super ambiance, et en plus, il y a du travail aussi. Je veux dire, la fête n'est qu'un prétexte pour travailler, et donc on a abordé une série de thématiques qui touchent à la communauté subsaharienne. Et donc, voilà, je suis très très content de ce succès. On l'a organisé depuis de nombreuses reprises. C'est pas la première fois. C'est la quatrième fois. La 4e édition, et chaque année, il y a de plus en plus de monde. Et donc voilà, c'est un signe que la communauté africaine intéresse et que le continent africain a besoin qu'on s'intéresse aussi à lui. Tout à fait. Et quand on voit ce qui vient de se passer, c'est vraiment une triste nouvelle. La Méditerranée, tous ces Africains qui perdent leur vie. En tant que ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, j'ai envie de pleurer parce que la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert. C'est affreux parce que c'est des gens qui essayent de se construire un avenir meilleur pour eux et leurs enfants. Et donc, il faut absolument aujourd'hui aider les gens dans leur pays et ici les accueillir. Ça suffit. Il faut qu'on puisse accueillir les gens qui ont besoin d'aide. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils fuient la violence, ils fuient les guerres. Je trouve que notre démocratie devrait pouvoir entendre ce signal. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'étais il n'y a pas très longtemps au Congo et c'est un pays que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Je me sens un petit peu chez moi pour être tout à fait honnête. Et je pense que là aussi, il y a des choses à faire. Donc, il faut développer la coopération. Il faut soutenir les diasporas qui montent des projets là-bas. Et moi, je m'appuie beaucoup sur les diasporas de la communauté africaine. Et voilà, je pense qu'il faut se retrousser les manches et travailler pour l'Afrique. Tout à fait. Un petit message d'espoir à toute cette communauté africaine qui vous regarde aujourd'hui. Je voudrais dire à tous les talents qui composent la communauté africaine de croire en eux, de croire en leurs capacités, de croire en l'étincelle, parce que c'est grâce à cette diaspora, grâce à cette énergie, grâce à tous ces gens de bonne volonté qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Monsieur Fellow de l'Afro Fabulous Wear. Fellow, what's up?
Écoute, je vais très bien, surtout quand je vous vois tous les deux, ça me réchauffe le cœur, quoi. Dis-moi, quand tu vois un événement ici qui parle de l'Afrique et qu'on voit que le thème de tout ce que tu exposes là sur ce t-shirt remet encore l'Afrique à l'honneur, qu'est-ce que cela représente pour toi en tant qu'Africain d'abord? Mais disons qu'il est important que jusqu'à ce jour, il y ait des personnes comme vous, comme tous ceux qui sont ici, puissent prendre cette peine de faire monter l'Afrique, je dirais. Bon, moi j'ai choisi un peu le côté mode, le côté positif, le côté sportif, le côté enthousiaste, etc. Mais bon, je pense qu'il faut de tout. Il faut parler de l'Afrique, il faut exposer l'Afrique. Et donc je suis particulièrement fier. Donc vous voyez, à chaque fois quand vous m'appelez, je viens d'Allemagne directement, je suis là. Je regarde même pas en vente, je regarde en présence parce que je rencontre des gens fantastiques, je rencontre des super créateurs, je rencontre ceux qu'il faut rencontrer tout simplement. Voilà. Et comment va Afrofabulous pour le moment? L'été arrive? Voilà, de mieux en mieux. L'été arrive, le 30 juin se prépare, donc j'espère que vous avez boosté l'idée, etc. Donc il y aura des t-shirts 30 juin, etc., etc. Donc depuis 55 ans, soyez prêts, il y aura une belle surprise pour tout le monde, vous allez adorer. Et voilà donc. Merci Fano. Moi je vous remercie.